Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs, le monde tel qu'il est aujourd'hui est le produit de grandes actions et de multiples petites actions depuis la nuit des temps. Selon la science, l'être humain est un mammifère de l'ordre des primates. Les experts nous expliquent que voilà probablement 7 millions d'années, notre lignée s'est séparée de la branche des grands singes pour devenir ce que nous sommes aujourd'hui. À nos débuts, donc, voilà 7 millions d'années, notre plus ancien ancêtre connu était l'homme de Tournaille, au Tchad. Lui a succédé l'Australopithèque. Ensuite, l'Homo habilis, voilà près de 3 millions d'années. Ensuite, l'Homo erectus, voilà 2 millions d'années. Et aujourd'hui, à l'échelle du temps humain, c'est aujourd'hui, c'est depuis 200 000 ans, l'Homo sapiens. 200 000 ans, c'est donc 2000 siècles. Et par conséquent, compte tenu que chacun de nous vient de cette espèce-là d'Homo sapiens depuis 200 000 ans, depuis ces 2000 siècles, nous avons bien à un moment donné, chacun ici et chacune ici, avons eu des parents communs. Par conséquent, chaque fois que par exemple un Russe tue un Ukrainien, il tue son frère. Et j'ai expliqué dans l'un de mes livres que les périodes de viol de femmes et de viol d'hommes les plus nombreux sur une période donnée étaient les périodes de guerre. Et quand un guerrier viole une femme, il viole sa sœur. C'est un fait génétique, comme je l'ai rapidement expliqué ici. L'histoire de l'humanité commence à proprement parler, voilà 5500 ans, à Sumer, dans l'actuel Irak, Iran, parce qu'en fait, c'est à ce moment-là qu'on a inventé l'écriture. Et notre histoire commence avec l'écriture, voilà 5500 ans. Les faits montrent que notre histoire, mon histoire, votre histoire, a toujours été déterminée par une toute petite minorité active qui nous a amenés dans un sens ou dans un autre. Et les historiens nous expliquent que malheureusement notre histoire, c'est une succession de guerres, de conflits, de frustrations, de souffrances, depuis la nuit des temps. Et c'est donc cette petite minorité, organisée et déterminée, qui malheureusement nous a amenés là. Nous passons un nouveau cap dans la souffrance avec la révolution industrielle, voilà 250 ans, parce qu'effectivement, elle a réduit la pénibilité au travail, mais elle a décuplé les agressions meurtrières entre les êtres humains, et elle a multiplié par 1000 les souffrances que nous avons imposées à nos cousins animaux et végétaux, la dite révolution industrielle. Le fait est que si nous décidions d'éduquer nos enfants autrement, si on prenait soin de notre santé, si on décidait de consommer autrement, on pourrait très vite changer le monde, en quelques années. Et quand les révolutions ici et là n'ont pas eu les résultats qu'on espérait, que ce soit la révolution de 1789 en France ou les révolutions arabes des années 2010, c'est parce qu'il n'y avait pas de projet de société valide appliqué. En fait, on ne savait pas où on allait. Par conséquent, si un pays, si son peuple décidait d'aller dans un sens clair, organisé, sur un projet de société qui, par exemple, reposait sur les objectifs de développement durable qu'a expliqué la présidente Pascale Pressoz, eh bien, ce serait évidemment vecteur de bonheur, vecteur d'espérance et moteur d'exemple. Parce que quand on connaît l'histoire humaine, et quand on connaît, par exemple, comment ça se passe à l'école et comment ça se passe dans les universités, l'élément d'exemple est capital. Et ce qui manque très clairement aujourd'hui à la collectivité humaine, c'est l'exemple. Les problématiques plus ou moins aiguës que nous connaissons reposent sur notre irresponsabilité et sur le fait qu'on croit souvent que le problème vient d'ailleurs. Et pourtant, le problème, c'est souvent nous, et la solution, c'est toujours nous. Nous pouvons décider d'être en paix avec notre corps, nous pouvons décider d'être en paix dans notre entreprise, nous pouvons décider d'être en paix dans notre association, nous pouvons décider d'être en paix avec nos voisins, nous pouvons décider d'être en paix avec nos cousins animaux et végétaux. En fait, ce qu'il nous faut revoir, c'est notre rapport à l'animal, notre rapport à l'argent, notre rapport au temps,
notre rapport à la nature et notre rapport au travail. Ce sont ces rapports-là que nous avons à revoir. Nous savons tous ici qu'évidemment la paix commence avec soi et qu'elle est au-dedans de soi, mais elle se traduit à l'extérieur. Et comment elle se traduit aujourd'hui? Soit nous choisissons de mettre en place dans la collectivité humaine une agriculture de guerre. L'agriculture de guerre, c'est l'agriculture des grandes exploitations avec des tonnes et des tonnes d'intrants de chimie de synthèse. Soit nous choisissons de faire une agriculture de paix, une agriculture de petite exploitation, une agriculture bio. Soit nous choisissons une économie de guerre, c'est-à-dire une économie qui repose sur le productivisme, le consumérisme, la compétition et les entreprises géantes. Soit nous décidons de faire une économie de paix qui repose sur les circuits courts, qui repose sur les coopératives, qui repose sur moins de publicité et qui évite que les produits fassent des milliers de kilomètres. Pareil pour la médecine. Soit nous choisissons une médecine de guerre, qui a quelquefois sa raison d'être, effectivement, où on choisit de résoudre le problème par des multiples médicaments qui vont parfois avoir des effets secondaires. Soit on choisit une médecine de paix. La médecine de paix, c'est une médecine de prévention, où on apprend à être en bonne santé, à travers la qualité et la quantité de son bol alimentaire, à travers le fait de ne pas fumer, de ne pas se droguer, de réduire la consommation d'alcool, de choisir un sommeil paisible. Ça, c'est une médecine de paix. Il y a aussi, enfin, les énergies. Soit on choisit d'être infesté dans les énergies de guerre, uranium, pétrole, gaz, charbon, soit on choisit des énergies de paix. Les énergies de paix, c'est bien sûr d'abord l'énergie dont on n'a pas besoin. C'est bien nous qui choisissons, par exemple, la composition de notre assiette, le volume énergétique. Une assiette d'un plat préparé industriellement a un gros besoin d'énergie. Une assiette végétale de produits crus a beaucoup moins besoin d'énergie. Donc il y a bien les énergies de guerre, il y a bien les énergies de paix. Mais il est vrai que l'énergie la plus efficace, qu'on connaît tous, et que malheureusement on applique peu, mais dont on verra combien elle est importante et qu'en fait elle est la seule solution, quand nous aurons expérimenté le nucléaire, l'éolien, le solaire et tout ce que peut imaginer le génie humain, cette énergie c'est l'amour. Parce qu'effectivement, si on voulait bien comprendre cette force de l'énergie invisible, j'ai coutume de dire dans mes conférences que ce qui est invisible est beaucoup plus puissant que ce qui est visible. Le courage, c'est invisible. L'amour, c'est invisible. La volonté, l'intelligence, c'est invisible. L'air, c'est invisible. C'est tellement plus puissant que tout ce qui se voit. Mais comme la collectivité humaine aujourd'hui, elle est infestée par le matériel et qu'elle s'est mutilée en abandonnant le spirituel, effectivement, c'est l'obsession nucléaire, énergie fossile, et même l'éolien et le solaire, qui quelque part ne sont pas vraiment des solutions. La solution, c'est vraiment d'apprendre à être heureux avec moins. Et je pense qu'à partir du moment où des minorités déterminées décident de choisir cette option, eh bien ça se passe. Il faut atteindre un seuil X qui fera que, au lieu de choisir cette voie du malheur, que nous avons avancé tous ensemble par notre façon de voir, on peut vraiment embrasser la voie du bonheur. Et je terminerai mon propos par une citation de Sitting Bull, qui était un chef indien du 19e siècle du Dakota. Et vous la connaissez cette citation, mais c'est important de s'en imprégner à un moment comme ça, une après-midi aussi grande, avec de telles personnalités, une telle composition d'auditoire. Et Sitting Bull nous disait donc qu'il y a 150 ans, quand ils auront coupé le dernier arbre, pollué la dernière rivière, pêché le dernier poisson, alors ils s'apercevront que l'argent ne se mange pas. Merci beaucoup.